messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, très heureuse en tout cas de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, à commencer par Hakim Keshoud qui est déjà parmi nous. Il va nous parler d'un match très important, le match d'aujourd'hui. Bonjour Hakim. Bonjour Amel, bonjour Comment à tous ça et à va? tous. Ouais, ça va. Très bien, déjà très en forme pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, voilà. le stress. Mais bon, c'est du bon stress et j'espère que l'équipe va aller loin, Inch'Allah. Vous allez nous en parler dans un tout petit moment, bien entendu. Ce match, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des nouvelles du championnat. Aujourd'hui, spécial foot, c'est ce que nous a dit Hakim. Nous aurons également Samira Hadjarmar, elle aussi dans sa rubrique Écume et patrimoine, va nous parler d'un nouveau, en tout cas une nouveauté. C'est en tout cas le lancement du premier laboratoire de préhistoire et d'archéologie à l'université Alger 2. Il en fallait, bien entendu, puisque nous avons un pays très grand pays avec beaucoup de vestiges et il faut beaucoup d'étudiants pour essayer donc de dater des objets, de parler un petit peu de la préhistoire et ça c'est une très bonne nouvelle. Samira en tout cas est ravie de nous parler donc de cette nouveauté. Nous aurons également Fella Bounnour dans sa rubrique. Aujourd'hui elle nous parlera donc des Algériens d'ailleurs, des Algériens de l'étranger. Aujourd'hui elle va présenter un couple qui a décidé de venir s'installer en Algérie et donc de créer leur propre entreprise. Elles vont nous raconter surtout leur amour pour le pays, surtout la transmission. Ils ont choisi l'olivier comme symbole de transmission de génération en génération. C'est une belle histoire qu'elle va nous conter et elle va aussi nous parler donc de l'actualité donc de notre communauté à l'étranger. Nous aurons aussi beaucoup donc d'invités, une belle galerie qui a ouvert ses portes. Elle s'appelle Galerie Nectar. C'est tout fin hein, comme choix. Hein. Nectar, c'est comme le nectar bien sûr des abeilles, des fleurs. En tout cas, c'est pour parler un petit peu de nos artistes peintres qui vont exposer. Ils sont nombreux, ils sont au nombre de 13. Et pour les représenter, nous avons le galeriste qui est en même temps artiste peintre. Il s'agit donc de Rachid Nassib qui sera parmi nous et Mustafa Nedjaï qui n'est plus aussi à présenter. Ce sont des artistes algériens contemporains. Nous aurons également à parler d'un centre de formation. C'est les vacances et pour occuper les enfants, quoi de mieux que de les occuper à travers des travaux, de l'apprentissage de l'anglais? Eh bien, ce centre procure bien sûr tous ces avantages, avec en plus la particularité donc, de se retrouver entre amis. Voilà, c'est un centre de formation qui existe du côté de Tizi Ouzou. Nous aurons une psychologue clinicienne qui sera parmi nous, qui enseigne au sein donc, de ce centre de formation. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et puis sans plus tarder, je vous invite à apprécier une belle chanson. C'est signé bien sûr Amine Babylone qui chante Babour. يا بابور وإذا طولنا الغياب تلقى الجارة عند الباب قول لها الخاطر مشروع يا بابور وينهم الأخوات والأصحاب ماما وبابا وما لقيت جواب والطير جناحه مكسور حاجيتك يا حبيبة ما جيتك ماشي بيدي خليتك لا تردي عليا اللوم يما الحنينة فينك على خدي حاطي ايدك مسحي دمعة العيون كيف حالك يا احبابي صحابي والجيران في الكارتي قهوة بالدخان والياسمينة وسط الكور كيف دار ماني اللي بقوا فيها غير حيطان قالوا لي بدلت العنوان ووليدك قاطع البحور يا بابا وسهرنا على كاس الروم ودخنا مرة بكينا ومرة ضحكنا على زهري والليمون وشربنا في الذكريات حوسنا علي كان مونسنا يامات الغرقة والبالون حكينا على البلاد البحر المرسى والصياد الحومة مليانة أولاد والرقدة في البلكون في راسي شيبات كل شيبات احكي حكايات كاين لهجر كاين اللي مات وانا في الماضي مسجون يا بابا واذا طولنا الغياب تلقى الجارة عند الباب كلها الخاطر مشروع يا بابا منهم الاخوات والاصحاب ماما وبابا وما لقيت
Très belle chanson donc de Babylone, Babour. J'espère que vous avez apprécié. Tout de suite, c'est le sport avec Hakim Keshout. Déjà, je m'en mêle les pinceaux. Hakim, comment ça va? Ça va. Très bien. Ça va. En forme. Oui. Aujourd'hui, une journée bien pleine, bien chargée. Ça commence déjà dans le Bonjour d'Algérie. Voilà. Et ce soir aussi, bien sûr, Ce soir avec l'émission déjà à partir de 18h, donc l'émission, et puis juste après le match à partir de 18h30. 18h30. Alors, c'est un grand match, parce que justement, ce sera un match assez physique. Hein. Pas que. Ce sera un match assez technique, physique, parce que assez physique, mais ça va se jouer surtout sur le mental. C'est un match qui va se jouer sur le mental. Bon, les Verts sont pour l'instant donc leaders du groupe E avec 3 points. Ils sont suivis du Burkina Faso qui eux aussi sont premiers du groupe avec 3 points, sauf par rapport au goal average. Donc c'est l'Algérie qui est devant. Après sa victoire face au Soudan 3-0. Donc le Burkina et le Burkina Faso, voilà. Burkina Faso, eux, se sont imposés sur le même score, mais 3-1. Ils ont encaissé un but. Donc l'Algérie a l'avantage. Donc il y aura également un match qui va se jouer pour cette deuxième journée de ce groupe E qui va être important pour et l'Algérie et le Burkina Faso. C'est le match qui va opposer la Guinée équatoriale au Soudan. Ça dépendra donc, le match dépendra également du résultat qu'il va y avoir à partir de 16h entre le Soudan et la Guinée équatoriale. Dans le cas d'une victoire de l'une ou de l'autre des formations, là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. On a quand même un avantage, on a donc 3 points. On a 3 points, le Burkina Faso également a 3 points, donc on est co-leader du classement de ce groupe. C'est serré quand même. Hein. C'est très serré, et puis il faut savoir que, on va le voir dans le sujet, que l'Algérie, malheureusement, n'a jamais gagné l'équipe du Burkina Faso. Voilà. Historiquement. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, et donc le dernier date de 2023, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il y a eu un match nul entre ces deux formations. Et ce soir, l'Algérie se doit et devrait s'imposer face à cette équipe du Burkina Faso afin de sceller définitivement sa qualification au prochain tour. Et donc, ça passe forcément par une victoire cet après-midi. Tout à fait. C'est son deuxième match, donc l'équipe est déjà forte donc, de son score, bien entendu. Mais bien entendu, c'est un match assez difficile, comme je l'ai dit. Les Burkinabés sont assez costauds aussi. Oui, bon. Sur un terrain, ils sont endurants. Ils sont très très endurants, donc même s'ils ont eu du mal à s'imposer lors du premier match face à la Guinée équatoriale, mais ça reste quand même une équipe très très difficile à manier. Sur le plan mental, les Verts sont un cran au-dessus, puisque l'Algérie est bien préparée. Les capés de Petkovic sont en forme. L'entraîneur a à sa disposition la plupart des joueurs. Il n'y a pas de blessés déjà. Tout le monde sur le plan. C'est ce qu'on redoute. Voilà, c'est ce qu'on redoutait, c'est ce qu'on avait peur. Donc au départ, les blessures, une compétition qui se déroule en plein milieu d'une saison footballistique mondiale, puisque il y a certains championnats qui étaient en arrêt à cause de la Coupe arabe pour certains joueurs qui n'avaient pas un temps de jeu. Donc c'est vrai qu'il y a trop de complications, et ce dont on a peur des blessures en cours de compétition. Pour l'instant, on croise les doigts, alhamdoulilah, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, on va voir un petit peu la préparation de l'équipe nationale. Eh ben, c'est l'avant-match, c'est un match capital pour les Fennecs et les guerriers du désert plutôt. Ce soir, c'est à partir de 18h30 face au Burkina Faso. J'aime bien comment on les appelle en arabe, Mouharibi Sahara. Mouharibi Sahara, voilà. On y va à travers donc, ce résumé que vous avez donc réalisé. Après une entame idéale, matérialisée par un succès net et maîtrisé face au Soudan 3-0 mercredi dernier, les Verts affichent leur détermination à confirmer ce bon départ et à se rapprocher d'une qualification pour le prochain tour, une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis leur sacre continental de 2019 décroché en Égypte. Les voyants sont au vert pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, appelés à signer un deuxième succès consécutif afin de sceller leur qualification avant le dernier rendez-vous de la phase de groupe prévu mercredi prochain face à la Guinée équatoriale. Lucide et mesuré, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a tenu à calmer toute euphorie à l'issue de la victoire inaugurale, soulignant que le deuxième match face au Burkina Faso sera différent avec en ligne de mire la qualification pour le prochain tour. Aucun joueur n'est blessé et l'ensemble des titulaires comme des remplaçants est opérationnel pour cette confrontation décisive. D'un point de vue tactique, quelques ajustements sont attendus, notamment au milieu de terrain, tout en préservant l'équilibre entre rigueur
défensive et animation offensive. Sur le plan des confrontations directes, les Verts devront toutefois composer avec un passé récent peu favorable. L'Algérie reste en effet sans victoire lors des 3 dernières oppositions face aux étalons, toutes compétitions confondues. Une série qui témoigne de la complexité de ce rendez-vous. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la CAN 2024 disputée en Côte d'Ivoire, où les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout au stade de la Paix de Bouaké, illustrant une nouvelle fois l'équilibre et l'intensité de ce duel. Un succès de la sélection nationale lui permettrait de frapper un grand coup, assurer sa qualification pour les 8e de finale et prendre une option sérieuse pour terminer la phase de groupe en tête du classement. Dans l'autre rencontre du groupe E, la Guinée équatoriale et le Soudan s'affronteront également ce dimanche à 16 h avec l'objectif commun de relancer leur chance de qualification. Oui, l'actualité est bien suivie, Hakim. Alors, il y a cette zone mixte qui nous permet donc de voir l'équipe nationale, c'est cela? C'est le seul moment où la presse a le temps. En général, ils ont un petit quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes, juste avant le début de l'entraînement technico-tactique qui, lui, se fait à huis clos. C'est pour préserver un petit peu les préparatifs du coach en vue du match. Bien sûr, l'équipe. Non, c'est pas perturber l'équipe, puisque bon, en général, donc toutes les zones mixtes se font un quart d'heure avant le début réellement de l'entraînement, juste après l'arrivée des joueurs sur le terrain. Il y a un petit échauffement, il y a un petit moment qui est consacré à la presse avec les joueurs. Donc, c'est des joueurs qui sont présélectionnés, qui vont vers la presse pour dire ce qui va se faire, comment est l'état d'esprit, s'il y a des petits bobos, s'il n'y a pas des petits bobos, et puis le travail qui va être accompli en vue de la rencontre. Généralement, c'est ce qui se fait juste avant la partie technico-tactique qui, elle, est réservée qu'au staff technique, et la presse est invitée à quitter le terrain. Voilà, quitter la salle et à quitter le terrain. Voilà. Quitter le terrain, tout à fait. On les a vus s'entraîner sous une pluie quand même assez fine, donc ils s'entraînent sérieusement. Ouais, mais bon, pour certains, ils ont l'habitude. Donc il y a certains joueurs qui évoluent quand même en Europe, donc ils sont habitués un petit peu au froid, à la pluie, au mauvais temps. Pour d'autres, ceux qui sont un peu dans les pays du Golfe, c'est vrai qu'il fait pratiquement tout le temps beau et chaud. Donc là, c'est un climat assez tempéré. Donc pour l'équipe nationale, ils ont l'habitude de jouer par ces conditions un petit moment de soleil, un petit moment de pluie, un peu de fraîcheur, un peu de chaleur, donc un peu d'humidité. Donc ils ont l'habitude. Ils doivent s'habituer bien sûr au climat. Alors il y a un premier sonore que vous allez nous présenter, donc c'est celui de Rami Ben Sabahini qui lui est c'est la coqueluche un petit peu de l'équipe nationale. Oui, c'est la coqueluche. Il est très suivi, il est sur les réseaux sociaux, tout le monde l'aime bien. Et c'est un des capés de l'équipe nationale, donc en compagnie de Riyad Mahrez, de Aïssa Mandi. Ce sont, on va dire, les plus expérimentés de l'équipe nationale, l'axe central donc de cette équipe nationale qui revient sur cette préparation et surtout sur ce match face au Burkina Faso ce soir à 18 h 30. لازم نطلعوا في لي نيفو تاعنا que ce soit techniquement ولا tactiquement et en commençant par moi. كما قلت لك نعرفوا منتخب بوركينا فاسو ماشي اول مره راح يلعبوا كونترهم دونك لو كوتش على بالو on a analysé le premier match تاعهم ومام les anciens matchs تاعهم دونك على بالنا ابوبري كيفاش يلعبوا. عندنا un bon groupe, des bons joueurs qui peuvent rapporter toujours un plus donc voilà, on va travailler et Inch'Allah, on est près de nous. Ça fait plaisir, Je pense qu'il est venu voir Lucas ou l'équipe nationale, donc c'est un plaisir pour nous qu'il soit là. نشكرهم. لا لي سيبورتر تاعنا نعرفوهم، جو بونس الناس كامل تعرفهم باللي ساندونا وين كنا، دونك نطلبوا منهم يكونوا ثاني ورانا غدوه ان شاء الله وتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. En parlant des supporters, il y a eu un supporter de Marc, incroyable, qui est venu en famille à supporter l'équipe nationale, mais pas que, son fils bien sûr, c'est Zidane, présent donc depuis le début de cette compétition afin de suivre donc son fils Lucas Zidane qui a préféré donc l'équipe nationale, qui a fait une belle prestation. Voilà, qui a fait une très belle prestation, donc très apprécié par tout le monde et qui n'est pas là pour rien puisque c'est quand même un gardien de but qui a été
formé au Real Madrid. Donc avant, il était joueur. Alors pour que tout le monde sache, avant, il était joueur de champ. Et puis par la suite, il a changé. Ses deux frères ont été joueurs, donc sont joueurs de champ, dont un qui est défenseur. Et puis, à l'image du papa, sauf que Lucas Zidane lui a préféré être gardien de but. Voilà. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité, mais c'est aussi avoir plus de chances de jouer quand on est dans une équipe de football. Être gardien de but, c'est avoir peut-être plus de chances de jouer, sauf quand il y a énormément de très bons gardiens avec vous. Alors là, ça devient compliqué. Tout à fait. Alors, il a aussi parlé donc des supporters. C'est le 12e homme donc, de l'équipe, c'est ce qu'on dit. Le 12e homme, donc c'est important. Les supporters qui suivent l'équipe nationale un peu partout, qui sont derrière cette équipe nationale tous les jours, à l'entraînement, à la sortie de l'hôtel, quand ils se déplacent. Les supporters de l'équipe nationale ont toujours été présents, ont toujours répondu présents pour soutenir donc les guerriers du désert, quel que soit le résultat, quel que soit le climat. Ils partent en famille souvent, ils partent en famille. Des enfants. Voilà. Sauf que là, ce qu'on a choisi, c'est quelques sonores, sauf qu'ils sont un petit peu peut-être déçus parce qu'ils sont en nombre arrivés donc sur place pour assister aux rencontres de l'équipe nationale. Malheureusement, pour certains, voilà, ils ne trouvent pas de billetterie, alors que les stades sont vides pour certains matchs. Donc les stades sont vides, mais les billetteries ont été vendues. Qui les a achetées? Qui les a pris? On ne sait pas. La question reste posée. Et donc les supporters de l'équipe nationale, friands d'assister au match de l'Algérie, sont obligés de passer par le marché noir pour essayer d'acquérir un billet. Et là, on va les écouter. Ils font appel donc à la fédération algérienne, aux autorités algériennes, afin de pouvoir régler ce problème. Il y en a qui ont fait des centaines de milliers de kilomètres pour venir soutenir l'équipe nationale, dans le stade, et voilà. C'est ça le charme. Et c'est quand même, comme vous l'avez dit, le 12e homme qui reste très important, surtout quand c'est des matchs couperés comme celui de ce soir. C'est très mental. On y va, on regarde. تيكيات ما كاش وتروح للصاد تلقى فارغ. يا اخويا احنا يسحقونا كمناصرين، احنا رانا هنا واجدين. ايه الفريق تاعنا يسحقنا، ولكن باش تدخل مشكل. هذا مشكل. ان شاء الله يلقاو حل. الحل بصح رابيدمون، ماشي دوكا الوقت يمشي. وكاين ناس راهم اون فامي، كاين ناس جاو بعيد، كاين يديروا آلاف تاع كيلومترات خويا باش يلحق هنايا، ومن بعد ما يقدر يشري التذاكر يعني من واسمو من الانترنت ولا حاجه، وما يقدر يشري من حتى بلاص، والتذاكر ما كاش، والسطاد فارغ. ودوك حنا وهنا ونستناو نشوفوا كيف ان شاء الله يديروا لنا حل. لازم حل، ما فيهاش كي الناس كاع هنا ما عندهمش البيلي بي، الناس كامل وتشوف السطاد داخل فارغ، بلايص فارغين تما، كاين بروبليم هذا الاتحاديه تاعنا تدخل ودير لنا ان شاء الله حل. نفس المشكل صحيح، الملعب راه فارغ والتيكيات راه ما كانش، راهم يبيعوا فيهم برا اون نوار، التيكيات راهم غاليين. حنا ماذا بينا شوفوا لنا نشريو تيكيات وندخلوا نتفرجوا كيف الناس هكذا. اوني لا تحية الجزائر 1 2 3 فيفا l'Algérie. وي Voilà, c'est beau en tout cas donc de les voir quand même malgré tout insister pour pouvoir encourager l'équipe. Voilà, même s'ils ne rentrent pas, ils sont tout le temps autour des stades, ils sont dans les fan zones afin de pouvoir suivre le match, mais ils restent toujours très très proches de l'équipe nationale pour les soutenir, donc corps et âme. Voilà. Et on les a vus aussi à la fin du match, le premier match, ils ont nettoyé les gradins aussi, c'était une belle image aussi des supporters. Ben oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les supporters algériens sont un peu méchants, mais ils restent quand même très respectueux vis-à-vis de la discipline, vis-à-vis du football, et surtout quand ils sont en déplacement, ils ont toujours honoré les couleurs nationales, le drapeau algérien, quand ils sont en déplacement avec l'équipe nationale. On les remarque. Ils sont uniques, ils font la fête, c'est eux qui mettent de l'ambiance, ils sont reconnus pour ça, là où ils vont, ils mettent de l'ambiance, ils chauffent le climat avant la rencontre, après la rencontre et pendant la rencontre. Voilà, et les joueurs sont heureux donc de les voir dans les gradins, bien sûr. Ça les aide, ça les aide énormément. Alors ce soir, rendez-vous pris, 18h30, n'est-ce pas? 18h30, donc Algérie, Burkina Faso, deuxième journée du groupe E. L'Algérie pour l'instant est en tête de ce groupe avec 3 points, suivi du Burkina Faso. Derrière, le Soudan et la Guinée équatoriale avec un seul point. Donc l'autre match, lui, se jouera à 16h. Et donc on aura un œil exactement sur cette rencontre entre le Soudan et la Guinée équatoriale. Et on souhaite bonne chance donc au vert pour
ce deuxième match face au Burkina. Voilà, et puis bien, il y aura quoi faire ce soir dans ton émission. Eh ben oui, bon, l'émission ce sera pendant le match. Voilà. Pendant le match. Le match commencera donc à la mi-émission, donc nous on débutera à 18h. Très Le bien. match Et lui puis, démarrera à 18h. on pourra voir le match sur la chaîne nationale. Sur la chaîne nationale en direct à partir de 18h. Très bien. Voilà. Et puis on continue parce que le foot, s'arrête aujourd'hui, pas. c'était spécial foot, donc on continue avec le championnat d'Algérie. Oui, donc on a commencé par jouer donc la 14e journée du championnat d'Algérie qui a débuté donc vendredi avec des matchs qui se sont disputés vendredi et samedi. Le premier match, l'USM Khanchla et le CS Constantine, eux, se sont séparés sur un score nul. On va voir les quelques images donc de cette rencontre. Se sont séparés sur un score nul de 0 partout. Un résultat qui n'arrange pas les affaires et de l'USM Khanchla et du CS Constantine qui reste le cloîtré pour Khanchla à la 6e place du classement avec 21 points et le CSC 8e place du classement avec 19 points. L'autre match, la GS Saoura, elle, s'est imposée face au Mouloudia d'Al-Bayat sur le score de 2-1. Un bon résultat qui permet à la GS Saoura de grimper sur le podium avec 22 points. Voilà donc pour les buts de cette rencontre. Mebarki 8e, Akassem 28e pour la GS Saoura. Réduction du score de Kenish pour le Mouloudia d'Al-Bayat à la 57e minute de jeu. L'Olympique d'Herbou pour sa part était face à l'USMA, match nul entre ces deux formations. Là, c'est la rencontre qui a opposé donc le CS Constantine à l'USM Khanchla et qui s'est soldé par un score nul de 0 partout. Donc, comme je le disais, un score qui n'arrange pas les affaires des deux formations. Et puis, la troisième rencontre qui s'est disputée donc samedi, l'Olympique d'Akbou et l'USMA d'Alger qui se séparent sur un score nul de pariété sur le score d'un but partout. C'est l'Olympique d'Herbou qui ouvre la marque à la 68e minute de jeu par Gharbi. C'est passé en deuxième mi-temps. Et puis Khaldi, 77e, va égaliser pour l'USMA d'Alger un score également qui arrange les affaires, donc qui n'arrange pas les affaires d'Herbou, puisque Herbou, grâce à ce résultat nul, dégringole, donc à la 4e place avec 22 points, derrière l'USMA d'Alger, la GS Saoura, l'USMA qui avait pris la 2e place du classement général suite à son match donc retard. Le Parado Athletic Club, lui, s'impose grâce à un but signé Kermiche dès la 10e minute de jeu en première mi-temps face à MB Ruisset. Ça s'est joué en première mi-temps, les 10 premières minutes. Après, il n'y a rien eu. Le score en restera là jusqu'à la fin de la rencontre. Et puis, le dernier match qui s'est joué donc hier en fin d'après-midi, la GS Kabylie, qui renoue avec la victoire et qui s'impose sur le score de 2-1 face à l'AS Sochlev grâce à Boudebouz 15e et Messoudi 50e. L'AS Sochlev avait réduit la marque grâce à Fedal à la 19e minute de jeu. Le reste de cette 14e journée va se poursuivre ce lundi avec l'ES Mostaganem qui accueillera l'ES Ben Aknoun. Ce sera lundi à 14h. Le MC Oran recevra le Shabab Riadi de Belouizdad à 17h. Et puis enfin, le Mouloudia d'Alger affrontera l'entente de Sétif. Voilà, on va se mélanger un petit peu la langue. Hein. L'entente de Sétif à 19h30. Voilà, c'est un petit peu la fatigue du matin. Voilà. Mais bon, en tout cas, tu seras là aussi pour commenter le match, n'est-ce pas? J'aurai le match qui passera en différé, Mouloudia d'Alger, entente de Sétif, donc il sera rediffusé en différé sur Canal Algérie en soirée. Voilà, parfait. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Allez, on termine rapidement. Si vous permettez, deux petites informations pour ce qui concerne donc le classement de la Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger est toujours en tête avec 28 points, suivi de l'USMA d'Alger, 2e, 23 points. 3e, la GS Saoura et l'Olympique Akbou avec 22 points. Au bas du classement, l'AS Sochlev est 14e avec 13 points. L'ES Mostaganem, 15e avec 9 points. Et le Mouloudia d'Al-Bayat des bons derniers avec seulement 3 points. L'information que je voulais vous donner, c'est pratiquement la fin de la phase aller. On est à la 14e journée pour la Ligue 2 Centre-Est et Centre-Ouest. L'US Biskra et la GSE Albiar sacrés champions d'hiver pour cette première partie du championnat donc de la Ligue 2 amateur. D'accord. Voilà. Alors, Ligue 1, Ligue 2, c'est dur, hein, Hakim. Oui, Ligue 1, j'ai du mal à vous suivre il y a quand la même. première, il y a la première division, J'essaye on appelle pourtant. la professionnelle, et la Ligue amateur, c'est la Ligue 2, donc qui jouent, eux, pour accéder à la Ligue 1 la saison prochaine, en fin de saison. Voilà. Très bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis en tout cas, nous, on est derrière les verts, on croise les doigts. J'ai mis du vert quand même. On m'a dit, tu vas mettre le maillot de l'équipe nationale. Je dis pas encore, mais bon, on suit. On de attendra, très près. on attendra le 3e et dernier match, ce sera le Inch'Allah. 31 décembre. Voilà. Face à la Guinée J'espère qu'on équatoriale. terminera bien Voilà. l'année. On en espère tout se cas. qualifier dès ce soir. Dès ce soir, Voilà, Inch'Allah. comme ça, on fêtera plutôt
la qualification de 31. Voilà, Voilà, parfait. directement. Merci beaucoup, Hakim. C'est moi. Toujours un plaisir de te recevoir et puis Plaisir parler donc partagé, merci. de spécial foot aujourd'hui. Sinon, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Bonne journée et bon courage surtout. Merci. Voilà. Et bon match. À vous aussi. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à plonger dans l'art, bien sûr, pictural, avec cette très belle exposition donc, de notre collègue, Monsieur Balatrache, qui était aussi décorateur ici à la télévision algérienne. Il a fait une très belle exposition avec son épouse. Il s'agit donc de Maria El Sova, bien sûr, qu'ils exposent en ce moment même à la Galerie Rassim. Regardez, c'est une belle exposition intitulée La couleur en deux langages. C'est un reportage signé Nawal Benjilali. La galerie d'art Mohamed Rassim, au lieu de promotion des arts plastiques algériens, offre du 23 décembre au 3 janvier 2026 une immersion dans un univers chromatique singulier. Notre deuxième exposition ensemble avec mon épouse, c'est deux styles qui se diffèrent, c'est-à-dire on essaie de communiquer à travers notre palette. Voilà, c'est une première. Je viens de changer de style parce qu'un artiste, un artiste plasticien, c'est un docteur généraliste, il faut qu'il touche à tout. L'exposition La couleur en deux langages a réuni les œuvres de deux artistes, Kamel Balatrache et El Sova Maria, tous deux formés à l'Académie des arts plastiques Surikov de Moscou, proposent ainsi un dialogue artistique entre les racines patrimoniales et l'exploration abstraite. On s'évade quand on peint, c'est une thérapie. Et c'est pas une passion, on fait ça pour le plaisir et le plaisir des autres. C'est-à-dire c'est une passion qui n'a pas de limite. Et c'est-à-dire c'est toujours de la peinture décorative parce qu'en tant que scénographe, quand je peins, je sens que je suis toujours dans mon métier. Si je ne maîtrisais pas le dessin, je n'ai pas avec la scénographie parce qu'avant, le scénographe, l'artiste scénographe, il dessinait parce qu'il y a, je ne sais pas, une vue. Avant, il n'y avait pas d'infographie, il fallait peindre et dessiner l'arrière-plan. Voyage au cœur des couleurs, puis son langage pour évoquer le temps. En donnant un rythme à la toile, les couleurs créent des dynamiques. Un jaune vif attire l'œil et semble plus rapide. Le rouge, l'une des plus anciennes couleurs, il est à la fois le pouvoir de la révolution et l'amour divin. Et un bleu profond l'incite à s'attarder, créant ainsi une impression de lenteur. C'est le temps. Et le temps ne se voit pas, mais les couleurs le traduisent. Dans cette exposition, l'artiste Kamel Balatrache intègre des symboles amazirs, proposant ainsi un dialogue entre la création contemporaine et un patrimoine séculaire. Et l'œuvre devient ainsi un espace où passé, présent et avenir se rejoignent dans un dialogue chromatique et symbolique renouvelé. C'est le temps. Là, c'est un peu de l'abstrait, mais l'abstrait, bien sûr, j'ai incorporé des symboles qui me relèvent à Mazir pour donner le ton. Parce que c'est-à-dire la thématique, c'est le ton. Tout en commençant à peindre, bon, je me suis dit pourquoi ne pas c'est-à-dire incorporer la peinture, les symboles qui me relèvent à Mazir. Ça reste toujours dans le temps, parce que c'est le temps. La couleur, c'est toute une histoire, les symboles. Chaque symbole a une définition bien précise. Il y a le livre que Nordin Hamouch, un ami à moi, il l'a fait. Je me suis inspiré de les symboles, je les ai mis sur l'étoile. Et vous voyez que ça donne. C'est-à-dire c'est le temps à travers qui me relève la couleur technique. La durée réelle est une expression vécue et ressentie, disait Bergson. Ainsi, et en définitive, l'exposition La couleur en deux langages transcende le simple dialogue esthétique pour proposer une profonde réflexion sur le temps. Je suis au cœur parce que j'ai mis toute mon âme dans ce tableau, dans mes tableaux, parce que quand je peins, je m'évade.
je mets toute mon âme, c'est-à-dire j'essaie de باش غدوه كي يدخل quelqu'un c'est magnifique. J'ai هذاك le mot انت ما تحسيش انا نحس له et ça rentre et ça ressort pas. Ça reste dans le cœur. Voilà. Et d'une expo, on a une autre. Cette fois-ci, on est heureux d'annoncer qu'il y a donc une nouvelle galerie qui fait son apparition, qui est en tout cas pour le grand plaisir des artistes peintres et des artistes en général. Et pour nous en parler, nous avons son galeriste qui est parmi nous, Monsieur Rachid Nassib. Bonjour. Bonjour, Bienvenue parmi nous. merci de l'invitation. Là, c'est que vous êtes avant tout un artiste peintre vous-même. Effectivement, je suis artiste, je suis un ancien des Beaux-Arts d'Alger. D'Alger, l'école nationale des beaux-arts et l'école supérieure des beaux-arts. Vous avez fait ces deux formations. Deux cycles de formation académique et une spécialisation art plastique. Tout à fait. Et vous avez l'œil d'un photographe en plus de cela. Vous êtes photographe aussi? Je suis photographe, enfin je ne me considère pas comme photographe. Professionnel, mais... Non, oui. Je suis un peintre qui fait de la photo. Oui, c'est ça. C'est la différence. On a toujours besoin d'une photo pour s'inspirer, pour capturer bien sûr l'instant et les couleurs de l'instant. Et puis apprendre à observer. Oui. La photographie nous apprend à observer le monde. C'est ça, c'est magnifique la photographie et je trouve que ça va très bien ensemble, moi. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, tout à fait. Alors c'est une bonne nouvelle puisque cette galerie a ouvert ses portes. Le vernissage officiel s'est fait le 6 décembre et c'est une exposition qui réunit 13 artistes. 13 artistes. Oui, 13 artistes parmi les, à mon avis, parmi les confirmés qui ont une œuvre, une expérience derrière. Et les contemporains. Contemporains, oui. Surtout parce que la galerie elle est axée essentiellement sur l'art contemporain. Tout à fait. Ce sont des artistes pour la plupart qui ont toujours eu une belle trajectoire, qui ont des messages aussi, qui ont donc des œuvres aussi qui parlent aux visiteurs surtout. Chacun a sa propre histoire, sa propre expérience. Donc la diversité, c'est ça qui fait la richesse de cette union d'artistes. Tout à fait. Alors la galerie, vous l'avez appelée Nectar. Ouais. C'est un jeu de mots, c'est un très beau jeu de mots. Et en même temps, c'est très symbolique. C'est vraiment le nectar donc, des arts plastiques. C'est-à-dire la galerie Nectar, je vais en faire une ruche. Oui. C'est une ruche comme une ruche d'abeilles. Où on peut en tirer le meilleur de l'abeille. C'est ça. Voilà. Oui. Donc le meilleur de l'art, le meilleur de la création artistique contemporaine algérienne. Voilà, ça sera un rendez-vous. Bon, là, c'est une exposition qui a débuté le 6 décembre, qui va s'étaler jusqu'au 29 janvier, Inch'Allah, 2026. Et bien, pour la plupart, donc, on pourra venir visiter. Ça sera des rendez-vous que vous avez déjà un carnet, déjà plein? Là, je travaille sur le programme de l'année. D'accord. Il n'est pas encore établi, fait, mais il va être présenté début 2026, il sera présenté. Tout à fait. Alors, Mostafa Ndjaye, qui est un artiste qu'on n'a plus à présenter, c'est un artiste peintre confirmé, qui est aussi un artiste à plusieurs talents, n'est-ce pas, qui expose avec vous durant cette exposition, dans cette galerie. Mais il y en a d'autres, il y a plusieurs artistes, on peut les citer, on peut en parler aussi. Bien sûr, oui. Donc, il y a, entre autres, il y a Mostafa Ndjaye, il y a Salah Malek, Zoubir Hallal, Adlan Samet, Raja Ousliman, Karim Sergoua, Briki Amar, Slimane Ould Mohand, parce qu'il y a la plupart on les connaît. Des artistes de la diaspora et des artistes algériens donc d'ici. Alors qui encore? Salah Malek, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi exposé. Ça nous fait plaisir de le revoir. Oui, là il participe avec un chef-d'œuvre magnifique. Grande installation, comme on le connaît en général? Non, cette fois-ci, parce que je n'ai pas un espace, un grand espace, donc les formats ont été un peu réduits et étudiés. D'accord. Les vôtres, c'est quand même d'assez grand format. Vous en avez deux pour cette exposition? Je participe avec deux photographies. D'accord.
une qui présente un paysage entre Sidi Bel Abbès et Ain Tmouchent. C'est les belles étendues, c'était au printemps, magnifique. Là. Oui, magnifique. Et l'autre, j'ai travaillé sur c'est une idée sur l'environnement, contre les pollutions, contre le... Très bien, très bien. Alors, on parle aussi donc de Zoubeir Hellel. Zoubeir Hellel qui est aussi très dynamique, prolifique aussi. Il a fait de nombreuses expositions. Prolifique. La toute dernière, c'était à la Villa Abdeltaïf, je pense. Il en avait fait. Je ne connais pas le programme de la Villa Abdeltaïf, mais je sais que Zoubeir Hellel est un artiste très actif et très présent. Très actif. Et présent surtout. Et très présent, voilà. Et puis bien entendu d'autres artistes qui vont nous épater à travers donc ces expositions, cette exposition. Donc j'ai cité parmi les 13, alors il manque... Des femmes peut-être. Il y a une femme, Oui. C'est Raja Ousliman. Elle fait un travail très intéressant, Oui. une sorte de céramique, elle fait des médinas C'est très beau. en miniature magnifique, vraiment. C'est à encourager. Oui. Et d'autres. Alors, qui y a d'autres? Il y a Mustapha Bousta, Oui, on connaît aussi. Hachmi Hammer. Il y a qui encore? C'est tout, j'ai cité, je crois, les 13. Voilà. Alors lors du vernissage, est-ce qu'il y a eu une performance des artistes? Alors, ce qui est étonnant, c'est que je ne suis pas passé par les médias Locaux, enfin disons, conventionnels. conventionnels. Oui, vous C'est êtes- juste par les réseaux pour utiliser ce terrain-là, ce créneau. Et j'ai eu plein de monde, vraiment, c'était mieux. impressionnant. Beaucoup d'amis surtout, hein, parce Beaucoup que d'amis, beaucoup d'amateurs. le cercle des artistes, vous êtes donc des artistes contemporains, pour la plupart vous êtes donc des amis, vous vous connaissez, famille, c'est une grande famille. c'est une grande famille, vous vous retrouvez lors de vernissages, donc forcément le bouche à oreille marche et surtout les réseaux aujourd'hui aident énormément. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah, donc il y a eu une belle rencontre, hein, le 5 Très et belle, 6. une très belle rencontre qui appelle à d'autres rencontres aussi dès le Tout à début fait. de mars, Inch'Allah. Tout à fait. Alors, si on devait parler de votre parcours, vous-même, vous avez aussi un très beau parcours. Vous avez exposé à de nombreuses expositions collectives, individuelles aussi. Vous avez exposé à l'étranger. Vous avez fait beaucoup donc, de présentations entre photographie et art pictural. J'ai commencé à exposer en étant étudiant. Oui, Déjà avec des amis comme Fethi Bourayou, Karim Sergoura, Slimane Ould Mohand, Yazid Olab et tout. Et à l'époque déjà, on avait des passages à la radio, des articles de presse. On commençait à te confirmer. oui. Après, il y a un moment où Chacun chacun prend prend une son élan, trajectoire, prend bien sûr. c'est-à-dire crée sa propre histoire avec sa propre expérience d'échange, voilà. Voilà. Et l'influence, votre peinture est influencée par l'environnement, par l'actualité, par quoi? Alors, c'est périodique. D'accord. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'avais l'influence de groupe Hauchem. Oui, oui. J'étais élève de Martinez, de Misli, et après j'ai découvert d'autres, Garmaz, Siacham. Khadda. Après, c'est les primitivistes internationaux, surtout les Sud-Américains, les peintres arabes aussi. D'accord. Et puis à chaque fois, on fait une rencontre heureuse. Oui. Et c'est ça qui fait le développement La richesse, bien de sûr. l'artiste. Parce que chaque artiste prépare un autre. C'est vrai. C'est-à-dire ça peut être dans l'immédiat comme ça peut être dans Tout plusieurs à fait. années. Ça peut être dans la couleur, dans la technique. Donc, Non, surtout dans la vision, dans le langage proprement pictural. Parler. Voilà. Et il y a un moment où j'ai senti le besoin de bifurquer vers la photo. C'est-à-dire sans laisser la pratique artistique, peinture ou sculpture, j'ai bifurqué par la photographie. J'ai découvert on les appelle les pictorialistes. C'est des photographes qui ont existé juste au début de l'apparition de la photographie. C'est des peintres qui faisaient de la photographie. oui, c'est incroyable. Voilà. C'est beau. Donc, moi, je me suis senti un peu proche de cette tendance-là. C'est un mouvement? C'était un On peut mouvement. l'appeler mouvement? C'était un mouvement. Et mon travail, il est nourri par le regard du peintre. Donc ma photographie, elle est très picturale, elle est
disons, elle est plastique. Voilà. Voilà. Il y a des photographes formidables qui font des photos. On croirait que c'est des tableaux de peinture, c'est vrai, et vice-versa. Oui, moi, c'est ce que je fais depuis quelques années. Voilà. C'est des photos tableaux. Je ne les prends pas comme la photo classique, Oui. avec un format conventionnel et tout. Non, je lui donne une grande dimension et une grande ouverture. Voilà. Et vous avez toujours accompagné les jeunes, vous avez fait des ateliers de formation, vous avez donné envie à des jeunes de choisir cette vocation donc d'artiste peintre. J'ai enseigné 2 ans à l'école des beaux-arts d'Azazga, Oui. pendant les années très fait. dures, 93, jusqu'à 95 je crois. Et là, bien sûr, j'ai aidé beaucoup d'élèves, de jeunes À choisir une à voie. choisir, à comprendre Oui. l'intérêt de l'art dans la société et dans la vie personnelle aussi. Vous avez raison, c'est très important. Et puis bien sûr, vous avez donc aujourd'hui rencontré vos élèves qui sont devenus artistes eux-mêmes, Oui, certains. confirmés. Certains, oui. Certains, chacun a pris des chemins différents, mais la plupart sont restés dans les arts. D'accord. Vous avez même accompagné donc des enfants aussi dans les camps donc de réfugiés. Ah oui, ça c'était vers la fin de ma formation aux Beaux-Arts. Oui. Avec un groupe d'amis, on a créé un petit groupe pour aider et donner des cours de l'initiation aux arts plastiques dans les camps des Sahraouis à Tindouf. Oui, oui. C'était une expérience aussi. Une expérience humanitaire très très intéressante. Très intéressante. En tout cas, si on devait parler un petit peu du marché de l'art aujourd'hui en Algérie, c'est assez compliqué. On ne va pas trop s'étaler, mais dire que c'est les balbutiements encore. Vous savez, le marché de l'art, c'est pas un lieu, ni une boutique, ni un hangar. Le marché de l'art, c'est d'abord une idée, une tradition d'acquisition d'œuvres d'art, soit par les pouvoirs publics, disons, les musées, les ambassades, les banques, tout ce que représente l'État, et puis par le privé. Oui. Par le privé. Et chaque année, ce que les artistes souhaitent, c'est qu'il y ait une acquisition, surtout des musées. C'est pour enrichir le Fonds national. Le Fonds national, ça permet au musée d'enrichir, c'est-à-dire de donner un nouveau souffle à sa collection, de permettre aux artistes de vivre dignement de leur travail. Tout à fait. Parce que beaucoup d'artistes, comme c'est très difficile, il n'y a pas un marché structuré, disons, ils font autre chose. Oui. Ils sont obligés de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des talents, et des passion. personnalités artistiques qui disparaissent comme ça dans la nature. Ouais. Mais quand l'artiste vit de son travail, au contraire, ça va le stimuler et il peut faire mieux. Exactement. Et c'est un véritable débat qu'on pourrait un Et jour... l'artiste, ma galerie Nectar, elle a cette ambition de jouer un rôle de relais, peut-être. Oui, peut-être de relais pour le marché de l'art. Parce qu'une galerie, elle est faite pour présenter des artistes, c'est un lieu d'information, de pédagogie et de marché. La galerie, elle vend des artistes qu'elle défend. Oui. Voilà. Et nous, on souhaiterait que chaque exposition, qu'il y ait un geste des pouvoirs publics de faire des acquisitions. Tout à fait, pourquoi pas. En tout cas, le message est lancé. En tout cas, on souhaite longue vie à la galerie, bien sûr, Nectar. C'est un très beau, très joli nom que vous avez choisi. J'espère qu'elle aura donc, de beaux jours devant elle. Et puis, on viendra pour voir un petit peu tout cela en images. Et bien entendu, vous nous ferez signe dorénavant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est une galerie qui se trouve où ? Elle se trouve à Kouba, dans le quartier plus haut que l'Oasis, entre Kouba et l'Oasis. Elle est visible. Elle est visible. Elle est dans une rue résidentielle. Très bien, très fréquentée. Elle est géolocalisable. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Rachid. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc artiste peintre, mais pas que. Vous êtes aujourd'hui l'heureux galeriste donc, de cette nouvelle galerie Nectar. À très bientôt et bon courage pour cette exposition qui va durer jusqu'au 29 janvier. Décembre. Non, 29 janvier. Décembre. Ah, d'accord. Elle a commencé le 6. Ouais. Ah,
Ah, je Non, non, pensais mais que c'était janvier. à partir de février, il y aura un autre programme. Ah, très bien. Non, non, c'est Ok. pas grave. Ben, merci beaucoup. Voilà, on continue. Je vous invite, merci, et à très bientôt. Très On bientôt. continue, restez assis avec nous. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre cette rencontre. En tout cas, c'est une belle sortie pour les enfants. C'est les vacances et ils se déplacent au niveau du parc zoologique. Et on se retrouve juste après. C'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Atlas, Oscar, Chico, Kimba et Kasia. Derrière ces prénoms, des pensionnaires bien particuliers. En cette journée des vacances d'hiver, ils reçoivent la visite d'enfants qui ont participé au nourrissage de nos amis les bêtes ou tout simplement venus les observer. La famille Brahimi a fait le déplacement depuis Constantine. On a décidé de passer un petit moment au zoo de Ben Aknoun. Les enfants ont bien aimé, c'est super bien organisé, c'est bien aménagé, les animaux sont en bonne santé. C'était vraiment une journée, je pense, inoubliable pour les enfants. جينا من قسنطينة جبنا معدلات ملاح عجبني بزاف البارك سي بيان اورغانيزي فيه الحيوانات بزاف تعلمنا بزاف عليهم ماما وبابا وعدونا باللي كون نجيبوا معدلات ملاح يديونا للداير ملي حنايا جينا عجبني بزاف الحال جينا اليوم البارك وعجبني بزاف لي زانيمو ils sont en bonne santé جبت معدل 8.95 ونسكن غير هنا جينا البارك والانيمال اللي عجبني هو لو ليون protégé contre les rayons UV, les rayons du soleil. Parce que le docteur vétérinaire Mounia Ben Mebarek, accompagné de soigneurs animaliers, donne quelques explications aux enfants qui semblaient suivre avec intérêt ces informations pédagogiques. Quand on prend une espèce, on essaye de leur expliquer ce que c'est, la répartition géographique, ils font partie de quel règne animal, en fait. Voilà, leur alimentation, on explique leur alimentation, leur système de reproduction. C'est bref, mais on va dire, c'est compact en fait. L'information soit bien reçue et correctement reçue. On essaye de vulgariser la chose. ولا فيترينير هذيك عطاتنا معلومات بزاف فادتني كيما الهيبوبوتام ياكل كميه كبيره من اكل و il est dangereux sa peau elle est sensible عجبني الاسد ملك الغابه وشجاع. Un riche programme a été concocté par le parc zoologique et des loisirs de la Concorde civile pour cette période des vacances. Nous avons établi un programme riche et varié qui rassemble l'activité sportive, éducative et même les loisirs. Donc c'est pour tous les âges. Parmi ces activités, nous avons mis en place une ferme pédagogique pour les enfants, donc histoire de faire le lien entre le visiteur d'une manière générale avec l'animal, qui est accompagné par nos soigneurs animaliers et vétérinaires, parce qu'on doit véhiculer quand même un message de sensibilisation, de protection de la faune. Aussi, côté flore, nous avons une exposition de botanique, des plantes du parc et quelques activités jardinage. Des stands où l'artisanat algérien et même africain anime les allées du parc. Un stand est dédié à la taxidermie, un art technique qui permet de préserver et constituer l'apparence d'un animal après sa mort. Clowns, musique et rire auront enchanté ces scouts venus de Boumerdes. شفنا الحيوانات ولعبنا بالألعاب وجينا لهنا للمانج باش نشوفوا الكلون. عجبني الكلون. Entre jeux et attractions, visites guidées et randonnées, une journée riche en découvertes pour ces enfants. Sourire aux lèvres et souvenirs plein la tête. Ces enfants auront profité pleinement de leurs vacances.
C'est en tout cas une belle sortie, une belle idée donc de sortie pour les parents, pour emmener donc leurs enfants. C'est l'occasion donc d'aller voir de plus près les animaux. Eh bien, on nous a donc rejoint encore une fois nos invités et les rubriques, bien sûr. Donc notre invité qui nous vient de Tizi Ouzou, qui est donc Tessadit Boulil. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Tessadit Boulil, psychologue clinicienne et coach personnel. Très bien, marhaba bik. Vous êtes donc avec Samira, notre Samira, donc du dimanche, du vendredi, du lundi, la rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, j'avais annoncé cela. Samira, tu es très heureuse de nous annoncer donc l'ouverture d'un nouveau laboratoire. Ah oui, du lancement d'un prochainement. Oui, Ouais. non, Ça y est, lancement lancement. prochainement d'un laboratoire dédié à la préhistoire et à l'archéologie. Donc c'est l'université Alger 2 en collaboration. Je commence, c'est moi. Non, on va juste annoncer le thème. Mais après, Voilà. on laisse place là, donc, aux vacances, à la détente pour les enfants. C'est les vacances, Samira. Peut-être dire que Tessadid, elle vient de Iwaderan. Oui. La wilaya de Tizi Ouzou. Ouais. Les Ouadia. Les Ouadia, tout à fait. Elle a fait le déplacement spécialement pour notre invitée. On la remercie. Et elle est à l'heure en plus. Elle vient de très loin. En tout cas, merci de nous avoir donc honorés donc, de votre présence pour parler un petit peu donc de ce centre de formation que dans lequel vous enseignez, n'est-ce pas? Oui, c'est un centre de formation professionnelle et langue étrangère. Langue étrangère. Et vous occupez des enfants, justement, des adolescents. C'est un centre qui permet aux jeunes donc, de s'épanouir. Oui, on a des enfants de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. On s'occupe d'eux avec le programme scolaire, que ce soit qu'ils ont besoin des cours ou bien de quelque chose. On leur enseigne les langues et on travaille beaucoup plus sur la création. On essaye de créer quelque chose de nouveau avec eux. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour les chansons, on lit un ensemble de livres. On fait toujours ça, on lit beaucoup de livres. Puis on fait un résumé pour les livres. Et puis on essaye de faire sous forme des poèmes, tout ce qu'on a compris du livre. Et puis le poème, on appelle les musiciens, ils viennent nous composer la musique. Et puis nos élèves s'entraînent sur la musique, comment chanter les mots avec la musique. Et à la fin, on va au studio et on enregistre, voilà. C'est plaisant hein, pour les enfants, c'est une nouvelle expérience. 10 fois c'est plaisant et autres fois c'est vraiment fatigant. Il y a les musiciens qui sont un peu agités par rapport à nous. Oui. Donc les enfants. Pas des professionnels, c'est normal. Donc oui. ils doivent s'adapter, ils Exactement. doivent refaire plusieurs fois. Il faut apprendre le texte. Exactement. Et même nos enfants, ils sont pas habitués à ça. Donc c'est la première fois qu'ils font ça. Donc c'est vraiment difficile. Ils digament trop. D'accord. Vous voyez. Alors, lorsqu'on va au studio, surtout, ils souffrent beaucoup. Mais après, lorsqu'on voit le produit, on oublie. Voilà, on oublie. En tout cas, ça va faire plaisir à Samira, elle qui aime les livres et la lecture, n'est-ce pas? C'est une très bonne initiative. Donc, encourager les enfants et les jeunes à lire surtout, ça, c'est une bonne initiative. Et pourquoi pas susciter des vocations dans le domaine de la chanson, dans le chant, connaître sa voix. De base, nous, on a décidé de résumer ces livres et de le faire sous forme de chansons parce que les gens n'arrivent plus à lire maintenant, c'est pas comme avant. Et surtout pour les élèves avec tout ce qu'ils ont à étudier avec le programme, donc ils n'ont pas du tout le temps de lire les livres ailleurs. Ils étudient, mais aussi ils s'amusent sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, donc ils sont assez happés par aujourd'hui la nouvelle technologie. Donc ça, c'est une façon donc, de voir autrement aujourd'hui la vie et prendre plaisir. C'est vrai, surtout qu'avec le programme, c'est-à-dire qu'on est juste comme ça à suivre le programme, ils n'utilisent plus leur créativité, ils n'utilisent plus quelque chose de nouveau, il n'y a jamais rien de nouveau. Et le partage surtout avec les camarades, oui, ça c'est ils ce qui est partagent important. beaucoup de choses, oui, leur souffrance et leur tout, ils partagent tout. Donc c'est quoi? C'est des podcasts de chansons ou de poésie ou de textes écrits par eux-mêmes? Ils écrivent eux-mêmes le texte et puis on le résumé. transforme sous forme de poésie, chanson qui va avec la musique que les musiciens Mais ça se passe sur décident. quoi? Sur des contes, sur des choses qui sont vécues, sur... Ça se passe, oui, ça dépend. Par exemple, on a fait une chanson qu'on a appelée Kun Wassiraïm Lenen, c'est-à-dire c'est des conseils pour les gens.
Là, on demande aux gens comment il faut faire pour bien avancer dans la vie et tout ça. Très bien. Vous voyez, là, on a lu plusieurs livres, donc Stephen Covey, donc نظرية الفستق الأولى الثانية والثالثة. Il y a beaucoup de livres qu'on a résumés. C'est choisi. C'est justement pour éduquer les enfants, éduquer surtout ces jeunes. Oui, et on a choisi de faire comme chanson, c'est pour s'adresser directement au subconscient de l'enfant. C'est-à-dire qu'il va, au fur et à mesure d'écouter la chanson, le subconscient va enregistrer les principes. Sans le vouloir. Exactement. Voilà. C'est une façon d'éduquer aujourd'hui. Alors vous êtes en même temps psychologue, clinicienne, vous accompagnez les enfants, vous enseignez dans ce centre, mais en même temps vous arrivez à déceler peut-être certaines souffrances de certains enfants. Oui. Il vous arrive bien sûr. Oui, ça m'arrive presque toujours. Nos enfants ont toujours des problèmes de concentration, ils ont des problèmes d'insomnie. Chaque enfant, chaque cas est un cas, chaque enfant est un enfant et chacun a son vécu. Donc, bien sûr, c'est difficile. Oui, voilà. Oui, c'est difficile pour eux, surtout pour les parents. Oui. Et ils sont toujours là, il faut trouver une solution. Il ne va pas y arriver comme ça, vous voyez. Oui. Entre les études, entre la crise d'adolescence, qui est aussi se découvrir aussi son corps. C'est assez difficile pour les jeunes aujourd'hui. Oui, et les parents vivent vraiment très mal cette période. On aurait dit que c'est eux qui font la transformation. La crise d'adolescence. Oui. Donc là, ils se retrouvent face aux problèmes et à l'enfant qui découvre sa personnalité, qui essaye d'avancer comme il veut, lui, mais les parents, ça les... Voilà. Et bien sûr, avec leurs camarades, quelquefois, ça dépend du vécu, de l'entourage, de là où ils sont, bien entendu. Tout ça. En général, je travaille avec les enfants qui sont dans mon école, donc je connais déjà de base, je connais tout leur entourage. Et ils ont des parents qui sont toujours derrière eux et ils sont toujours à jour, c'est-à-dire avec leurs études et tout ce qui est. Donc, malgré tout cela, ils se retrouvent face à des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc beaucoup de pression et après... Beaucoup de pression, tout à fait. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ce centre, vous enseignez et les langues et bien sûr cet apprentissage donc, de la lecture, vous suscitez quelques vocations. C'est un centre qui est ouvert tout au long de l'année, pas que pour les vacances. Oui, c'est ouvert tout au long de l'année. Durant l'année scolaire, on fait les langues beaucoup plus. Pour les week-ends, on a des élèves qui sont inscrits à des ateliers de lecture. On a ceux qui sont inscrits pour la création parce qu'on fait aussi des livres. Oui. Pour les livres, on est en train de préparer toute une série. On est à la 5e, je pense. La 5e. Papier ou numérique? En papier ou en numérique? Nous, on prépare en papier. Ouais, et puis, les projets suivent après. On va les transformer en dessin animé. On va transformer. J'ai beaucoup de projets dans... Beaucoup de projets. Oui, j'ai beaucoup de projets dans le... Très bien. En tout cas, bravo pour toutes ces belles initiatives au sein donc, de votre centre de formation. On a été ravis donc, de faire connaissance avec le centre, avec vous également. Et puis pour suivre les enfants, c'est très, très important. Eh bien, restez avec nous. Vous allez suivre un petit peu la rubrique de Samira. Oui, avec joie. Voilà, et Samira, c'est tout de suite Écume et patrimoine, comme chaque vendredi, dimanche et lundi. On a le plaisir de la retrouver. Samira qui est en forme aujourd'hui, elle est tellement heureuse de nous parler donc de ce nouveau, surtout ce nouveau laboratoire de la préhistoire. C'est une information que j'ai eue de nos collègues d'El Moujahid. Donc la journaliste a rencontré Idir Amara, que l'on connaît très bien, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps avec Hadjouis. Donc des chercheurs, des archéologues. Hadjouis est en France, mais Idir Amara est là, il est enseignant à l'Institut d'archéologie. Toujours sur les terrains. Toujours, justement. Il est sur le terrain et il a entamé des fouilles sur Ghar el-Khnek à partir de 2023. Et ce laboratoire qui a été créé, c'est le premier du genre. Pourquoi? Alors, je vais prononcer le nom. Parce que c'est le seul qui aborde la problématique du paléo
environnement. D'accord. Alors ça veut dire quoi? C'est un laboratoire qui va s'intéresser au même endroit avec de nouvelles technologies, de nouvelles formes techniques, qui va peut-être nous épargner, nous éviter un transfert de sciences, d'informations avec l'étranger. C'est très bien. Nous transmettons à ce jour nos analyses et tout vers divers pays, puisque nous ne disposons pas d'une certaine technologie. Ce laboratoire est venu pour pallier à tous ces petits problèmes climatiques, faune et flore, et une histoire qui commence on va dire, des temps les plus reculés au 19e siècle. Ça pourrait changer. Alors, ce laboratoire, il est financé, on va dire, par d'abord l'université d'Alger 2, là où il y a le département d'archéologie, et la direction générale de la recherche scientifique et du développement j'arrive pas à le dire, technologique. D'accord. Voilà, parce que c'est super long. Donc DGRSTT. Voilà, donc c'est un financement des deux. Et ça va les aider à quoi? À récupérer du matériel, à former les étudiants, à former les formateurs aussi. C'est Ider Amara. Et pour lui, l'intérêt, c'est de former une nouvelle élite de scientifiques, de chercheurs. Il est important de rappeler que nous travaillons sur une documentation, sur des informations qui ont été, pour la plupart, réalisées, héritées de la colonisation française. Donc, il y a un vocabulaire à décoloniser, il y a des lieux à renommer probablement, et il y a une vision, un angle de travail peut-être qu'il faut revoir. Ces informations, cette documentation est très importante, elle fait partie de notre histoire, c'est comme ça, on peut pas, il y a 132 ans de colonisation, on ne peut rien y faire. Il y a eu aussi des dépassements. Quand les Français sont venus, ce n'était pas forcément des archéologues, des chercheurs qui venaient faire des fouilles ou qui faisaient des découvertes, ils se prenaient pour des chasseurs de trésors. Donc il y a d'abord les militaires qui sont venus et ensuite les habitants qui le week-end, quand ils n'avaient rien à faire, allaient fouiller et récupérer certains objets archéologiques qui pourraient donc être des véritables reliques pour l'histoire et la préhistoire. Qui ont été déplacés de leur emplacement original, qui ont changé de pays pour beaucoup, qui ont été revendus parce que notre patrimoine ne se trouve pas qu'en France. J'imagine déjà, qui est partout. Un vivier extraordinaire. Notre patrimoine se trouve dans plusieurs pays. Des explorateurs, des gens qui fouillaient, c'était bien avant 1830, mais plus à partir de 1830. Donc on peut le retrouver dans les musées ou des collections privées à Londres, aux États-Unis, il y en a un peu partout dans le monde. Donc, pour revenir à ce laboratoire, ce qui va changer, c'est qu'ils vont aborder avec de la chimie, ils vont aborder avec de la physique, et surtout, peut-être que, par exemple, l'analyse au carbone 14 ou autre, parce qu'il y a plusieurs technologies, comme la luminescence ou le paléomagnétisme ou le potassium-argon. On fait appel souvent à des chercheurs étrangers qui viennent en mission pour faire des fouilles. On a déjà vu, donc, comme on a déjà parlé justement de nouvelles technologies qui pourraient rendre service aux archéologues pour trouver donc, de nouvelles, pour aller plus rapidement dans les fouilles avec des appareillages, etc. On a déjà vu ça, mais aujourd'hui c'est encore magnifique de pouvoir voir qu'un laboratoire va être mis en place carrément pour cela. Pour cela, des laboratoires on en a, des analyses, des fouilles sont faites régulièrement. Après, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est peut-être avec ce laboratoire et certaines formations, on pourrait envisager d'autres sites qui n'ont pas été fouillés pendant la colonisation. Parce que souvent, et il y en a. Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et c'est une autre vision, une autre manière de travailler qui est très, très intéressante. Et il s'agit d'abord et premièrement d'une décolonisation de notre patrimoine. Voilà, il restera à 100% algérien. Très bien. Donc, je continue. Oui, bien sûr. Donc, on a vu la revue qui est passée, c'est la revue Attab, c'est une revue scientifique, elle est éditée dans le milieu universitaire. Donc les chercheurs publient et les étudiants et même le public peut avoir accès. C'est tout l'intérêt de ce projet aussi, puisque Ider Amara veut que les vulgariser un petit peu, que les Algériens connaissent leur patrimoine, connaissent sa valeur. C'est pour mieux le protéger aussi. Voilà. Et pour lui
le protéger et puis prendre conscience de l'importance du patrimoine. On pourrait associer les enfants, même pour la recherche. On peut même les emmener sur les lieux. Il faut le faire, à mon avis, pour qu'ils comprennent l'intérêt de la sauvegarde et de la valorisation. Donc faire des petites fouilles, parce qu'en Kabylie, par exemple, dans toute la wilaya de Tizi Ouzou, il y a des gravures rupestres, il y a des sites romains, il y a absolument tout ce qu'il faut pour marquer l'intérêt aux enfants. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Samira, on en reparlera sûrement, bien sûr, avec d'autres détails encore. Oui, quand avec le les laboratoire, chercheurs. quand le matériel sera Tout à fait. installé, voilà. Voilà, et on Avec fera un Idar Mara. reportage. Merci beaucoup Samira, à Merci, demain, Amel. Inch'Allah, Inch'Allah. pour en tout cas un autre rendez-vous avec le patrimoine et bien sûr la rubrique. La rubrique demain. Merci, merci Samira, Merci, merci à Amel. vous encore une fois, Tassadit Boulil, vous êtes donc psychologue clinicienne, vous êtes venue nous parler donc de ce centre de formation au niveau de Tizi Ouzou. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà. Je vous invite tout de suite à aller vous balader dans les rues d'Alger à travers bien sûr cette boucle. On se retrouve juste après. De retour sur notre plateau, on accueille comme il se doit nos invités et surtout, je l'avais annoncé, en tout cas, c'est une belle rencontre qu'a fait Fla pour nous ce matin. Elle va nous les présenter dans un moment. Et elle m'avait dit, l'attachement à la terre, c'est très important. Alors, ils ont choisi pour ce genre d'attachement, c'est l'olivier. C'est en tout cas l'attachement à la terre qui est très, très important. Ce sont des Algériens établis et nés à l'étranger et qui sont venus, bien sûr, travailler ici en Algérie. Bonjour Fla. Bonjour Amel. Comment ça va? Bon retour. Merci. Ça a été le sud. Ça va, très bien. Ça va, j'ai bien relaté? Très très bien. Ton histoire? Ah oui, parfaitement, parfaitement Amel. Très bien. Alors, comme les d'habitude. invités sont là. Oui, alors Kevin et Selwa, qui sont... Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc ils viennent de Tizi Ouzou, de la wilaya de Tizi Ouzou. Mais avant ça, de l'autre côté de la rive, ils sont nés tous les deux en France. Oui. Et ils sont là depuis quelques mois, bien installés chez eux. Tout doucement. C'est toute une aventure. C'est un changement de vie, changement donc de cadre carrément. Je devrais vous dire Azoul. Azoul Felaoun. Azoul Felaoun. Et c'est le nom aussi de leur start-up qu'ils ont lancé depuis maintenant, depuis 2023, c'est ça? C'est ça. On a commencé en tout cas les démarches administratives pour créer la société algérienne en 2023 et la commercialisation des produits a débuté en mai 2025. Une belle histoire en tout cas qu'on va raconter dans un moment. Je voudrais d'abord parler des informations de l'actualité à
l'étranger avec notre communauté algérienne à l'étranger. Donc on va commencer avec cette célébration de la journée mondiale de la langue arabe qui a été célébrée un peu partout à travers nos consulats. Des concours pour les enfants, des expositions, beaucoup d'activités qui ont marqué cette journée. Et on a pris l'exemple de notre ambassade à Rome, où il y a eu un événement assez intéressant. Et il y a même une Algérienne qui enseigne la langue arabe dans une université italienne qui a participé à cet événement. On a peut-être les images dans un moment. Oui. On va les voir. On va les voir avec notre... toujours est très présente quand il s'agit donc de l'actualité qui marque notre pays. Absolument. Pourtant, les Algériens sont un peu partout dans les régions en Italie. C'est difficile de les regrouper. Mais on arrive quand même à faire plein de choses avec Alors on a nos vu ça compatriotes. sur les réseaux sociaux, on a vu ça aussi avec un reportage au niveau voilà, c'est l'activité en Italie, avec notre ambassadeur qui est toujours présent pour nous envoyer ses photos et nous envoyer un petit peu l'actualité. Voilà. Il y a eu aussi un événement qui est remarquable, c'est la naissance d'une association des étudiants algériens en Belgique. C'est une première d'ailleurs à travers l'Europe. Et donc ça aussi, c'est un événement qui a fait parler de lui parce qu'il va y avoir même les étudiants qui sont dans les autres régions d'Europe qui peuvent s'associer aussi à cette association première du genre dans l'histoire des étudiants algériens présents. Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est d'être plus en groupe, de l'échange déjà, le partage, et puis être informé. Ah oui, c'est une farce, c'est sûr, l'histoire des associations des étudiants algériens, et Kevin et Selwa peuvent nous en parler. Ils étaient étudiants, d'ailleurs, ils se sont connus à la fac, à l'université. Et donc, les étudiants sont toujours là pour et puis organiser des activités, s'entraider, la solidarité. Décideur, Absolument. Ça a été en Belgique la semaine dernière. Très bien. Donc, pour revenir à votre histoire, qui est émouvante, je trouve. Vous êtes passé par plusieurs étapes. D'abord, la décision a été prise période Covid. Oui, exactement. Période Covid, et ça s'est concrétisé il y a quelques mois. Exactement. Donc, vous avez, ça y est, tout a été mis dans les valises, dans les bagages, et vous avez mis vos bagages et vos affaires ici. À Tizi. À Tizi. Racontez-nous un petit peu. C'est ça, The Cosmetics, c'est une histoire de Kevin et Selwa qui revient en Algérie, un retour à nos racines, un retour aux sources, une volonté de transmettre le pouvoir des bienfaits des produits naturels d'Algérie. Et on est venu s'inspirer d'une histoire familiale qui est l'histoire de Selwa, une histoire de transmission. Et moi, j'en suis que le témoin, une histoire formidable entre sa maman et elle qui, Selwa, depuis tout petit, depuis le jardin familial, écoute sa maman lui parler du bienfait des plantes. Et aujourd'hui, on a décidé d'en créer une marque de cosmétiques pour prendre soin de votre peau, tout simplement. Là est de Tixirt, en plus de Selwa est de Tixirt, originaire de Tixirt, originaire de Michelet. Michelet, tout à fait. Michelet, et vous êtes nés tous les deux en France. Et d'où vient cet attachement et ce lien au pays? Alors, on a un peu deux histoires différentes. Je vais raconter la mienne et je te laisserai raconter ton histoire. Moi, je passais tous mes étés en Algérie. Donc, tous les étés, on venait avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Donc, moi, l'attachement, il est né dès le départ. Il est vraiment très fort. J'en venais à pleurer. Je pleurais avec ma petite sœur. Je me souviens quand on partait et qu'on laissait mes cousines, qu'on laissait mes tantes, ma grand-mère. L'attachement est déjà... C'était dur. On ne voulait pas retourner en France. Tout nous donnait envie de rester ici. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu faire quelque chose en lien avec mes origines, en lien avec mes racines. Donc, c'était tout naturellement que je me suis dit, si un jour je dois me lancer dans l'entrepreneuriat, il y aura un lien avec l'Algérie. Oui, c'est certain. Kevin, elle est de mariage mixte. Exactement. Kevin Ben Abdelmeziane. Exactement. Moi, c'est une vraie quête personnelle. Il y a plus de 10 ans, je n'ai pas laissé le choix à mon papa et je lui ai dit, j'aimerais pas découvrir
mon pays dans des circonstances dramatique, hein, si je puis dire, et j'ai besoin que tu me montres où tu es né, j'ai besoin que tu me montres ton village, que tu me partages ton histoire et que voilà, je puisse me sentir pleinement... Une vraie quête de... Une vraie quête, que je puisse me sentir pleinement algérien et pas uniquement à travers tes récits. J'ai besoin de vivre vraiment l'Algérie et donc il y a 10 ans, je suis rentré en Algérie et puis après je suis venu plusieurs fois par an, et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Salwa, donc ça a tout accéléré. Ça a renforcé un petit peu cette quête vers l'Algérie, peut-être? Tout à fait, tout à fait. Pour rappeler, Salwa Jadid et Kevin Ben Abd Mzian. C'est ça, Ben Abd Mzian, je le prononce bien? Un exercice compliqué, ah oui, il est très bien prononcé. Voilà, donc je disais que après, ce qui est remarquable, Amal, c'est que ces produits ont été faits d'abord en France et c'est une sorte de délocalisation. Maintenant, on a ramené tout le savoir-faire, mais fait en France avec les matières algériennes, avec les matières premières qui étaient prises d'ici pour transporter d'ici pour en faire ce qu'on voit ici. Et ce savon est le premier produit que vous avez fait, avec de l'huile d'olive algérienne. Exactement. Si je peux expliquer un peu la genèse, vraiment, on s'était dit on veut valoriser les produits naturels d'Algérie, mais comment on peut le faire? De quelle manière? Quels produits on peut valoriser? Et forcément, on a pensé tout de suite à l'huile d'olive. C'est le produit phare qui est connu de tous les Algériens et qui est utilisé par tous les Algériens. Et on s'est dit comment on va le valoriser? J'ai été en pleine quête, moi, à ce moment-là, sur toute ma consommation, cosmétique, alimentaire, etc. Et je voulais quelque chose de sain, de naturel. Et donc avec Kevin, on s'est dit, l'huile d'olive, ok. Pourquoi pas le transformer en cosmétique, en produit sain du quotidien, qui pourra être utilisé par tous et venir le valoriser à notre manière. Et donc on a commencé, donc le premier produit vendu chez nous, ça a été le savon à l'huile d'olive. À l'huile d'olive. En parlant de l'huile d'olive, pardon Kevin, oui, non, je disais juste que c'est un ingrédient qu'on valorise à travers différents produits, donc à la fois dans le savon à l'huile d'olive, mais également dans notre crème hydratante, hein, c'est l'ingrédient un peu star. On le retrouve aussi avec parcimonie dans notre huile démaquillante et nettoyante, donc vraiment l'huile d'olive, on a essayé de le sortir un peu de la cuisine pour pouvoir le mettre dans la salle de bain et vous dire, voilà, avec la richesse de ce produit naturel, vous pouvez prendre soin de votre peau. Et vous l'avez mis même en scène. Exactement. Et donc l'olivier est pour raconter cette histoire qui s'entremêle entre votre projet et l'histoire de votre région et de l'olivier. Donc pour mieux raconter ce produit, vous êtes passé par l'olivier. Vous avez réalisé avec un des réalisateurs les plus talentueux aussi, qui sont de l'autre côté de la rive, un film qui va être diffusé ce soir. On a l'exclusivité, pas avec des images. On va voir une première partie, un extrait d'une vidéo pour revenir juste à cette volonté de visualiser vos étapes, vos états d'âme, vos émotions à travers ce film de 9 minutes, c'est ça? 9 minutes qui vont raconter un petit peu l'histoire de Kevin et de Salwa, d'un produit, mais de toute une région et de tout un pays qui est l'olivier, qui est le patrimoine algérien par excellence aussi. Donc on va regarder une première partie et vous allez nous raconter un petit peu cette histoire de film. Ma mère a 69 ans. Elle vient d'une lignée de femmes sages, Imraven, comme on dit. C'est m'importe la mémoire des femmes d'avant. Celles qui savaient lire la terre comme un livre, deviner la pluie au parfum du vent et bénir l'huile avant de la goûter. Elles étaient les racines invisibles de l'arbre, celles qui nourrissent sans bruit, qui veillent, qui transmettent. Quand elle marche entre les arbres, on dirait qu'ils la reconnaissent. Elle s'arrête parfois, pose sa main sur l'écorce, comme pour saluer un vieil ami. Dans ce contact silencieux, il y a quelque chose de sacré, une reconnaissance mutuelle, celle de deux êtres qui se connaissent depuis toujours. C'est moi. Si tu as hier tu كنت avec أي c'est que ça. C'est que ça. Aujourd'hui, c'est ma fille qui m'imite. 2 ans, les doigts tachés,
le rire plein de soleil. Elle apprend sans le savoir. Elle est la nouvelle branche, fragile encore, mais déjà porteuse d'un monde. Elle court entre les arbres, trébuche parfois, mais se relève toujours. Voilà. Belle partie. La narration est touchante aussi. C'est votre texte? Travaillé du coup en duo avec le réalisateur, donc Malik Bourkache. Donc on a vraiment travaillé sur, de manière générale, le projet en symbiose avec lui. Donc on a su apporter du coup nous notre vision, ce qu'on voulait transmettre à travers ce film documentaire, et lui avec du coup tout cet aspect technique et toute son expérience, il a su le sublimer. On la voit in situ, comme on dit. Avec bien sûr l'arbre, la nature, l'olivier qui est vraiment ce symbole donc, de tout votre départ, en tout cas, d'où vient cela. Exactement. On voit 3 générations surtout. Oui. La maman, Jamila, qu'on salue à travers l'écran. Coucou Jamila. Fan de toi, Amel. Elle est fan de Bonjour Alger. On l'embrasse. Fan de toi. Et surtout. Elle m'a dit, oh Amel, ça fait longtemps que je la suis, donc elle sera très contente. C'est très gentil. On l'embrasse très fort alors. Voilà. Donc on voit Jamila, on voit Selwa et on voit Lehna. Oui. Lehna, c'est le bonheur, j'espère, je vous souhaite tout le bonheur du monde. En tout cas, c'est l'histoire de 3 générations, mais l'histoire aussi de ses racines bien ancrées dans la terre, dans cette terre qui est l'Algérie et la région, votre région de la Kabylie. Toute cette aussi culture amazigh que vous mettez en avant et qui est notre identité aussi. Donc, comment l'idée de faire un film qui sera, on ne voit pas de produit, vous ne parlez pas du tout, moi j'ai vu les extraits, le film. Comment vous avez lié ce film à ce que vous faites, à votre projet? Comme on a pu le dire depuis tout à l'heure, il y a une dimension très émotionnelle dans cette aventure entrepreneuriale. C'est une histoire familiale. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de notre mission. C'est vraiment ce qui nous fait lever le matin. C'est vraiment la transmission d'un patrimoine, d'un matrimoine, j'ai envie de dire, immatériel. Et aujourd'hui, on se veut être un peu les garants de cette transmission à travers nos produits. Mais comme je le disais, notre mission, ce n'est pas de vendre des produits. Notre mission, c'est vraiment de raconter l'histoire d'Azul Cosmétique et de transmettre ces connaissances à la nouvelle génération. Donc c'est à la croisée de nos traditions et du modernisme à travers des cosmétiques qui répondent à ces besoins tout simplement. Plusieurs vies que vous présentez, il y a 3 vies, plusieurs vies dans ce film, et ça suscite aussi de la curiosité, mais de l'émotion aussi. Alors moi je suis assez curieuse parce qu'ils nous ont dit, ils ont fait des études de commercial, c'est cela? Vous avez marketing. Oui. Et puis comment est-ce que vous êtes arrivé à faire donc de la chimie? Parce que tout cela c'est de la chimie. Je sais que dans votre cursus on vous demande de présenter des produits, etc. Oui. Mais comment est-ce que vous avez fait appel peut-être à des professionnels dans le domaine de la chimie? On se fait accompagner des meilleurs et c'est vrai qu'on a une formule. La saponification, tout ça. C'est bien, vous connaissez très bien. Il faut maîtriser tout cela. Oui. Ouais, pour cela, on a fait appel à une formulatrice qui nous accompagne, également à des toxicologues qui vont vérifier que les produits ne présentent aucun danger pour le consommateur final. Et donc, on travaille en respectant tous les protocoles de fabrication en matière de sécurité, d'hygiène. Il faut souligner aussi que vous travaillez avec des locaux, avec vous êtes associé à des personnes qui étaient déjà ici, qui avaient la même motivation. Absolument. Ouais, c'est important, vous le disiez tout à l'heure hors caméra, que c'est primordial de s'associer avec des personnes qui sont déjà là, qui connaissent les codes et qui eux, peuvent aussi faire avancer un petit peu le projet. Oui, à mon sens, pour réussir son projet entrepreneurial en Algérie, le cocktail... Ce n'était pas facile, je le rappelle. Non, c'est jamais facile. Nulle part, l'entrepreneuriat, il n'y a que la résilience qui va vous faire avancer. Mais si je peux me permettre juste un conseil pour la diaspora, le fait de venir s'associer avec quelqu'un qui connaît vraiment bien l'Algérie, parce que nous on connaît l'Algérie pour les vacances, on connaît un peu mieux maintenant parce qu'on y travaille, mais il n'y a pas meilleure émulation
que d'avoir un cocktail d'associations avec des locaux et des Algériens d'ailleurs de la Échange diaspora. d'expérience aussi. Hein. Ouais. Moi, je dirais que nous, on arrive avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'innocence, et du coup, ça permet aussi de briser certaines barrières qu'on peut avoir, des croyances limitantes. Et d'un autre côté, eux nous permettent de ne pas faire de sortie de route, de ne pas se tromper. Et donc, en fait, ça crée quelque chose de vertueux. Il y a un équilibre. Quelque chose de vertueux. Ouais. Et c'est une travail formidable. commercial aussi que vous êtes en train de mener, je suppose. Vous l'avez déjà commencé sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous a déjà vu sur les réseaux. Mais aujourd'hui, c'est tout un marché à séduire, peut-être national et international. Déjà, ils sont déjà à l'international. Dans les foires, les expositions, c'est cela. Plutôt dans un marché européen qui est très séduit par ces produits. Absolument. Bon, après, l'attraction, on la doit aussi à la diaspora de par le monde, hein, qui, franchement, La solidarité. La solidarité Mais je algérienne. pense qu'il y a aussi de la qualité. Sans égal, hein, vraiment sans égal. Mais oui, Ouais. mais après, c'est-à-dire qu'il y a le déclencheur, la solidarité de la Tout à diaspora à travers le monde. Et après, il faut que votre produit tienne ses promesses. Mais si cette condition elle est réunie, derrière, mieux. ça se passe très très bien. Là, il nous reste 4 minutes. Donc On va revoir un autre extrait. Ouais. Au milieu du jour, quand le soleil est haut et que la terre chauffe, nous faisons une pause. Les paniers de livres reposent à l'ombre. On étend les tissus à même le sol, entre deux oliviers. Les voix s'élèvent, les rires éclatent et les mets circulent de main en main. C'est un repas sans table, plein de partage. La terre devient notre assise, la lumière notre seule parure. Dans ce moment suspendu, le travail se tait et la vie retrouve son calme. Et la vie retrouve son calme. Donc c'est ce qui vous arrive en ce moment. Ça nous arrive en ce moment, oui, c'est vrai. Vous avez installé l'unité, laboratoire de fabrication, tout ça? À Tizyville. Donc on a l'unité de production, on a l'unité de stockage pour la préparation des commandes et on est fin prêt. Magnifique. On voyait sur les images quelle beauté des paysages. Magnifique. C'était quelque chose d'important pour moi, en tout cas parce qu'en plus on a tourné ces images donc à Tixirt, donc pas loin, au village de Chorfa, donc à Tixirt, dans le village de ma mère. Je connais bien. C'était important pour nous aussi de venir valoriser donc l'origine de ma mère, d'où elle vient. Donc ces images, pour moi, elles ont une valeur mais inestimable. Là, on est en train de voir le réalisateur. On peut revoir, pour lui rendre hommage, un réalisateur qui fait aussi de la communauté, qui fait partie de la communauté algérienne installée à l'étranger et qui met énormément en avant cette identité amazigh qui est la nôtre et travaille exceptionnellement spécialement avec les femmes. Oui. Il rend hommage à la femme algérienne et à la femme kabyle et amazigh qui est forte, qui est la colonne vertébrale d'une société, la société algérienne en particulier. Donc on va voir peut-être un making-of, il y a un making-of de quelques secondes, si on peut revenir vers le réalisateur. On aura l'occasion, bien sûr, de voir l'intégralité, bien sûr, de ce documentaire. Oui, il faut rappeler la diffusion. Ce soir, sur YouTube, à 20h, sur la chaîne Azul Cosmétique, vous pourrez voir ce film réalisé par Malik Bourkache. Qui est un film très émouvant et très très beau de par les images que vous avez diffusées, de par l'histoire que vous racontez aussi. Donc la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de continuer à s'établir en Algérie, de vendre nos produits dans toutes les wilayas, sortir des nouveautés et pourquoi pas continuer aussi d'exporter. On pourrait peut-être ajouter une chose, j'ai parlé de difficultés, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Absolument, absolument. Il y a beaucoup d'avantages et vous avez su un petit peu regarder le verre à moitié plein que de... À moitié vide. À moitié vide. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé à la fin. Vous savez que c'est un direct, donc ça y est, 9h30. On vous dit merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Bonne chance. C'est passé très vite. Oui, c'est passé très vite. En tout cas, bon courage à vous. Et puis, revenez nous voir. Et puis, ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de venir faire pareil, venir s'installer ici en Algérie. Et pourquoi pas, encore une fois, avoir une start-up. Merci, Fella. Merci, Amal. L'actualité.
Merci de à notre toi. communauté. C'est toujours un plaisir de se retrouver le dimanche. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée, bon courage et puis surtout, n'oubliez pas, juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Mariam Moussaïd. Et puis on n'oublie pas notre équipe nationale ce soir à partir de 18h30. On les encourage, bien sûr. Bonne chance à l'équipe. Merci, à demain. Hein. Bon, 8h, 9h30. Au revoir. Thank you.